Du coup, Marc, on va peut-être commencer par l'un des joueurs les plus emblématiques que vous avez représenté durant votre carrière. Alors, vous ne l'avez pas représenté lors de son premier transfert à Milan depuis la AS Cannes, c'est Patrick Vieira. Racontez-nous un petit peu l'histoire qui vous lie à Patrick. Oh ben, une longue histoire, une histoire d'amitié. Bon, c'est le parrain de ma fille aussi, Patrick. C'est le joueur avec lequel j'étais le plus proche. Bon, ben à l'époque, il était jeune et un matin, bon, mais les dirigeants, mais bon, surtout la mairie de Cannes, l'a mis dans un avion avec certains agents, donc et il a signé un contrat un petit peu donc contre son gré. Et ben, le lendemain, il a réalisé tout ça, donc il m'en a parlé, et puis il est venu me voir à Paris, il est resté chez moi une dizaine de jours, le temps qu'on règle tout ça avec le Milan AC. Voilà. Ouais, et donc il a quand même signé à Milan, mais au départ, ça s'était fait un petit peu dans votre dos, avec des appuis politiques. Voilà, exactement. Donc, et puis on a rattrapé tout ça grâce à l'honnêteté de Patrick, et il a bien réalisé que bon, ben, il y avait certaines choses qui s'étaient pas passées comme elles auraient dû se passer, quoi. Et on apprend notamment, Marc, qu'à un moment donné, comme ça ne se passait pas très bien à Milan, Patrick Vieira aurait pu signer à l'Ajax. Moi, j'étais pas du tout au courant de cette histoire. Si, on a fait le déplacement avec Patrick. On a passé 2 jours avec mon associé de l'époque, Jean-François Larios, donc, et Patrick. On a passé 2 jours donc, à l'Ajax Amsterdam. Et bon, comme on venait d'apprendre qu'Arsène Wenger allait rejoindre un club anglais, donc... Jeff a appelé Jean-François Larios, donc Arsène, au Japon, et c'est comme ça que bon, ben, il a convaincu de prendre Patrick Vieira, quoi. Et comment vous l'avez convaincu, du coup, comment vous avez convaincu Arsène Wenger de prendre un joueur dont peut-être il avait un petit peu entendu parler, mais est-ce qu'il l'avait vu jouer, est-ce qu'il le connaissait déjà? Ben, il le connaissait très peu, mais à l'époque, bon, les références, c'est quand même le Milan AC, l'Ajax, dans ces années-là. 2 clubs aussi importants ne pouvaient pas se tromper, donc, et puis il y a eu la force de persuasion de Jean-François sur ce transfert-là, donc Jean-François qui a un passé important, qui est très respecté par Arsène, et donc c'est comme ça que ça s'est fait, voilà. Bon, et dans les détails, comment vous avez négocié avec Arsène Wenger l'indemnité de transfert avec le Milan? Comment vous avez réussi à faire détourner Patrick d'Amsterdam pour aller plutôt vers la capitale anglaise? Ah ben, le Milan AC était très en colère quand on leur a dit à la fin de la 2e journée passée à Amsterdam qu'on ne signerait pas donc avec l'Ajax, et que de toute façon ils auraient le montant du transfert qu'ils souhaitaient, et que d'ici 24 heures tout serait réglé avec un club anglais. Donc ils étaient très surpris à l'époque que des clubs anglais connaissent Patrick. Mais bon, il avait quand même joué quelques matchs avec le Milan AC, il avait démontré son talent à la AS Cannes. Et donc, on est parti le lendemain, donc rejoindre David Dean à Londres. Arsène était au Japon et tout s'est fait donc en visio, donc, et puis une négociation avec David Dean, bien sûr, à l'époque. Bon, et c'est là où on imagine aussi que les relations que vous aviez avec les dirigeants du Milan sont très utiles, créer ce lien de confiance. Oui, mais le Milan AC, quand on leur a dit qu'ils auraient le même montant de transfert, bon, mais ils voulaient simplement en être sûrs parce qu'ils voulaient pas perdre l'Ajax. Donc, on leur a garanti qu'ils auraient le même montant de transfert. Donc, il nous a dit, on vous fait confiance. À l'époque, c'était M. Galliani et Arié Dobreida. Donc, ils nous ont fait confiance. Et 24 heures après, mais ils avaient la proposition d'Arsenal. Voilà. Et Marc, comment ça se passait? Parce que Galliani, tout le monde voit à peu près qui c'est, Ariedo Breida aussi. Comment ça se passait concrètement les négociations? Est-ce que vous parliez en français, en anglais? Est-ce que, voilà, avec Jean-François Larios, j'imagine, vous étiez tous les deux à négocier. Est-ce que vous pouvez nous raconter vraiment comment ça se passait concrètement? Ben déjà, M. Galliani et Ariedo Breida parlent français. Donc, on parlait en français. Et Davidine nous a caché qu'il parlait français. Il nous a laissé parler en anglais, puis après, il nous a taquiné. Donc, et comme il a vu qu'on était très proche d'Arsène Wenger, ben, il s'est mis un petit peu à parler en français avec nous, voilà. Mais au départ, il nous l'avait pas dit, quoi. Petit cachotier. Alors, c'est un joueur, Patrick Vieira, que vous aviez découvert à l'époque où vous étiez allé voir un match, je crois que c'était à la Beaujoire, c'est ça? Oui, j'étais à la Beaujoire à côté de Robert Buzinski. Et donc, tout le monde parlait de joueurs brésiliens. Donc, effectivement, ben, j'ai vu Patrick Vieira qui a fait un match exceptionnel ce jour-là. Et quand j'en ai parlé à Robert Buzinski, il m'a dit « Mais non, Marc, c'est pas... Qui c'est qui t'a dit que c'est un Brésilien ?» Nous, on a fait une grosse bêtise, c'est qu'il était à Tours et on est arrivé trop tard pour le faire signer. C'est un joueur français. Et donc, comme je suis proche de Luis Fernandez, mais je suis descendu discuter dans les vestiaires
avec Louis qui était là, et Robert Buzeski, Suodo, enfin, etc. Et c'est comme ça que je me suis intéressé à Patrick et je l'ai appelé quelques jours après, donc à Cannes. Voilà. Et pourquoi on disait qu'il était brésilien? C'était à cause de son nom de famille? Oui, puis bon, il y avait des rumeurs, personne ne le connaissait à l'époque, et je ne sais pas comment on a dit que c'était un Brésilien, donc ça m'a surpris parce que moi je ne me rappelais pas d'avoir vu signer un Brésilien à la S Cannes. Et après, mais j'ai demandé à Louis, il m'a dit, mais non, Marc, c'est un joueur français, je te donne son numéro de téléphone, mais appelle-le, voilà, il n'a pas d'agent encore, appelle-le. Et je l'ai appelé, puis on s'est rencontrés à plusieurs reprises à Cannes, voilà, à l'époque. C'est parce qu'il était très technique, c'est pour ça. Ils ont confondu, ils ont dit, il doit être brésilien, lui, avec son toucher de mais c'est là, exceptionnel. C'est là où on voit la différence. C'est là où on voit la différence, Marc Roger, aussi, parce que vous nous dites qu'à l'époque, donc il est déjà à la S-Can, il est déjà professionnel, Patrick Vieira, et il n'a pas d'agent. Aujourd'hui, ce serait impossible qu'il soit passé entre les mailles du filet. Ah oui, aujourd'hui, on voit qu'il y a des joueurs qui ont des agents à 14 ou 15 ans. C'est surprenant, je trouve ça même grotesque, mais bon, c'est le nouveau métier qui veut ça, quoi. Mais Marc, vous avez quand même quand vous êtes devenu l'agent de Patrick Vieira, et vous l'expliquez dans le livre, convaincre aussi sa famille, notamment sa maman, si je dis pas de bêtises, de vous rejoindre. Bien sûr. Moi, j'ai jamais pressé un joueur, contrairement à certains agents. Je tenais à le rencontrer à plusieurs reprises, qu'on prenne notre temps et qu'on voit si tous les deux on avait envie de travailler ensemble. Donc, et puis il m'a demandé de rencontrer sa maman. Et je l'ai rencontré donc à Paris, voilà, et après une fois aussi à Cannes. Et on n'a pas pressé les choses. Et bon, puis j'avais des joueurs que Patrick connaissait aussi, déjà sous contrat, notamment Claude Makelele. Donc voilà, voilà comment ça s'est fait, quoi. Alors, il y a donc ce transfert à Arsenal donc, pour Patrick Vieira quand il quitte le Milan. Et puis ensuite, une fois qu'il est à Arsenal, Marc Roger, c'est un joueur qui s'est épanoui, j'imagine, plus que jamais dans la capitale anglaise. Évidemment, il a fait partie de l'équipe des Invincibles avec les Gunners. Mais il a eu aussi envie de quitter ce club à plusieurs reprises. Racontez-nous un petit peu. Oui, mais il y a eu donc une proposition du Real Madrid. J'avais des relations privilégiées en 2000 donc avec Florentino Pérez et on a organisé un rendez-vous. Il voulait rencontrer Patrick parce que Patrick était le meilleur à son poste à l'époque certainement dans les années 2000. Donc on a fait un rendez-vous à Londres, notre à Madrid. Malheureusement ça s'est pas fait. Après Patrick a préféré rester à Arsenal donc ça s'est pas fait. Voilà. Et pourquoi ça s'est pas fait avec le Real? Parce qu'on se dit que c'est le plus grand club du monde. Ben, il y avait quand même l'attitude du Real Madrid qui avait de la peine à prolonger le contrat de Claude Makelele dont je m'occupais aussi. Il y a eu tout un tas de choses. Puis Patrick a préféré rester donc à Arsenal avec Arsène Wenger. Voilà, mais l'intérêt du Real Madrid était certain. Donc s'il avait voulu signer au Real Madrid, je pense qu'il aurait signé au Real Madrid. Et puis l'autre intérêt, c'est celui de Manchester United. Et ça, c'est vraiment incroyable parce que là, on parle, Marc, d'un transfert qui aurait pu électriser l'Angleterre si ça s'était fait. Ah ben oui, on a rencontré Alex Ferguson à plusieurs reprises, enfin, surtout moi. Patrick l'a rencontré lors des oppositions. Mais Alex Ferguson était amoureux de Patrick Vieira et il aurait tout fait pour le faire signer, mais bon, pour Arsenal, c'était compliqué de vendre son meilleur joueur à l'époque, donc aux concurrents à Manchester. Et vous imaginez l'association avec Roy Keane, Patrick Vieira sur le terrain? Oui. Ah oui, on aurait rigolé. Ah oui, ça aurait été exceptionnel, parce que c'est vrai que quand ils étaient opposés l'un et l'autre, ça faisait quelques étincelles. Ah, ils ont failli se foutre sur la gueule plusieurs fois, hein. C'était assez fort. Et alors la rencontre dont vous parlez concernant Manchester United et Patrick Vieira, ça se passe à Roissy, je crois, dans un hôtel où vous croisez un célèbre duo de commentateurs. Oui, effectivement, oui. Le regretté Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, oui. Et alors, par hasard. Et donc c'est à cause d'eux que ça se fait pas? Non, pas du tout. Dès qu'on les a vus, on s'est un petit peu mis en retrait, quoi. Voilà, on s'est un petit peu caché, quoi. Voilà. Ouais. C'est que le destin ne voulait pas que Patrick Vieira aille à Manchester United, point barre. Ouais. Oui, mais bon, c'était compliqué. On l'avait dit à Alex Ferguson dès le départ que ce serait très difficile. On imaginait mal Arsène Wenger vendre son meilleur joueur chez le principal concurrent de l'époque. Donc, on savait que c'était très difficile. On a fait les rendez-vous, on va dire un petit peu plus par politesse qu'autre chose. On savait que ça serait très compliqué, quoi. Et pour revenir sur l'épisode du Real Madrid, c'est grâce au rendez-vous, donc,
entre Florentino Pérez et Patrick Vieira, que bon, mais j'ai présenté Florentino Pérez à Arsène Wenger, et que bon, mais qu'il a voulu le recruter après pendant plusieurs années, et ça s'est jamais fait aussi, quoi. Alors justement, avant de parler d'Arsène Wenger, on va juste terminer sur Patrick, parce que vous vous êtes occupé de lui donc, pendant de longues années. Aujourd'hui, vous portez quel regard sur sa carrière d'entraîneur? Vous pensez vous pensez qu'il peut encore aller plus haut, qu'il peut devenir l'un des meilleurs entraîneurs? Oui, non, je pense qu'il peut aller plus haut. Bon, mais après, pour l'instant, je pense qu'il a obtenu de bons résultats à Nice. Bon, ça a pas duré, mais bon, il lui faut peut-être une équipe plus importante. Mais vous savez, ça va très vite en football. Et aujourd'hui, il est au Genoa. Il pourrait rebondir dans un grand club italien dès l'année prochaine. Moi, je fais confiance au talent de Patrick. Je sais qu'il fera une grande carrière d'entraîneur. Je rappelle que c'est le seul entraîneur français des 4 grands championnats européens cette saison. À l'étranger, oui. Tu veux dire? Des 4 grands championnats, parce que je ne considère pas la Ligue 1 comme un grand championnat, et puis de toute façon, ce serait tricher, mais il n'y a que Patrick Vieira au Genoa. Vous êtes encore en lien avec lui, Marc Roger? Est-ce que vous parlez de temps en temps avec Patrick Vieira? Il y a quoi? Il y a un an et demi que j'ai pas eu Patrick au téléphone, oui. D'accord. J'ai souvent son frère, mais bon, Patrick, je l'ai pas vu à Strasbourg, je l'ai vu à Nice, par contre. Et puis bon, depuis, ça fait quoi, un an et demi que je l'ai pas vu, quoi. Dans votre livre, Marc Roger, vous racontez que la fin de son aventure à Patrick Vieira à Arsenal, c'est parce qu'Arsène Wenger voulait faire de la place à un petit jeune espagnol qui s'appelait Cesc Fabregas. Vous pouvez nous raconter cette anecdote-là? Oui, tout à fait. Mais c'était un petit peu ce que je reprochais d'ailleurs à Arsenal à l'époque. C'était de bloquer les joueurs pendant des années. Puis quand ils arrivaient vers les 29 ans, 30 ans, on les laissait partir, on les remplaçait. Et je sais que Patrick a été déçu par l'attitude d'Arsenal. Parce que bon, lui, il pensait terminer sa carrière là-bas. Hein. Et à un moment donné, on lui a dit que bon, mais ils étaient d'accord avec la Juve et qu'il n'avait plus qu'à trouver une solution avec eux. Voilà, que dans tous les cas, il ne prolongerait pas son contrat. Donc, il a été obligé de partir et la Juve, effectivement, lui a donné ce qu'il demandait à Arsenal, qui avait été refusé, et il est parti à la Juve. Voilà. Alors, vous nous avez parlé donc d'Arsène Wenger et de cette rencontre avec Florentino Pérez concernant Patrick Vieira. Et donc, vous avez proposé à ce moment-là le poste d'entraîneur du Real à Arsène Wenger. Racontez-nous un petit peu, parce que c'est vrai que je me souviens que dans la presse, on disait régulièrement Wenger va signer peut-être sur le banc du Real Madrid. C'était un marronnier. Ouais. Racontez-nous toutes ces négociations qui ont pu avoir lieu toutes ces années entre Arsène Wenger et le Real, Marc. Non, mais à la fin du rendez-vous avec Patrick Vieira et Florentino Pérez à Londres, j'ai insisté pour que Florentino Pérez rencontre Arsène Wenger. À l'époque, bon, il connaissait de nom, d'ailleurs il n'arrivait pas à le prononcer, il me disait Wenger, il me disait pas Wenger. Et donc, bon, il m'a dit, allez, j'ai un petit moment, on peut retarder l'avion de 10-15 minutes, s'il peut venir prendre un café, mais je suis OK allé de le rencontrer pour te faire plaisir. Bon, parce que j'avais d'autres joueurs au Real Madrid à l'époque, donc Arsène est venu, et puis finalement, ça a duré plus de 2 heures, et ce jour-là, Florentino Pérez est tombé sous le charme d'Arsène Wenger, parce qu'Arsène Wenger maîtrise beaucoup de sujets, pas que le football, et donc il construisait le futur stade d'Arsenal. Il y avait beaucoup de choses qui plaisaient à Florentino Pérez chez Arsène Wenger. Et après, il y a eu un contact permanent pendant plusieurs années. Donc, et malheureusement, pour le Real Madrid, Arsène Wenger a préféré rester à Arsenal, mais ça a duré 3 ans. Hein. Voilà. Et est-ce qu'il y a un moment, justement, pendant cette cour assidue, Marc Roger, est-ce qu'il y a un moment durant ces 3 années où ça a vraiment failli se faire? Ah, mais moi, j'y croyais, parce que il y avait... à un moment donné, Florentino Pérez, il avait demandé son avis sur certains recrutements, notamment sur Ronaldo, le Brésilien. Donc, il y avait de plus en plus d'atomes crochus. Et il y avait des joueurs même qui étaient intervenus pour rassurer Arsène, parce qu'il y avait toujours, si vous voulez, des doutes sur la difficulté du vestiaire du Real Madrid. Et des joueurs donc du Real étaient intervenus pour essayer de le convaincre aussi. Et le dernier rendez-vous qu'on a fait, c'était à Paris. Et on a fait aussi un rendez-vous après la finale remportée par le Real contre Leverkusen. Donc à Glasgow, enfin, il y a eu plusieurs rendez-vous et bon, le Real n'est pas arrivé à détacher Arsène d'Arsenal, voilà.
Ouais, malgré tout le potentiel joueur, le potentiel public, malgré la stature du club. Ouais, mais après c'est pas le même environnement. Hein. C'est vrai qu'à Arsenal, il a pu faire ce qu'il voulait pendant près de 20 ans, si je dis pas de bêtises. Alors qu'au Real, la durée de vie d'un entraîneur, globalement, elle excède rarement 3-4 ans, quoi. Sauf si on s'appelle Carlo Ancelotti encore. Et est-ce que c'est vrai que Arsène Wenger a également failli signer comme entraîneur du Paris Saint-Germain, Marc? Ah, ça, je sais pas. Alors, par contre, là, j'étais pas dans les rendez-vous. Bon. Vrai, je sais qu'il a été approché à plusieurs reprises, mais bon, là, j'étais pas dans les rendez-vous. Bon. Et c'est c'est une personne avec qui vous parlez encore souvent, j'imagine. Oui, Arsène, oui, j'ai beaucoup de respect pour Arsène. C'est quelqu'un de très cultivé, de très intéressant. On peut parler de tas de choses. Donc, j'aime bien ses conseils. Donc, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Certainement une des personnes que j'apprécie le plus dans le football. Mais pourtant, vous êtes fâché. Enfin, parfois, le ton est monté, hein, notamment, vous le dites bien dans le livre, quand il y avait justement les négos avec Patrick Vieira ou même avec Thierry Henry. Parfois, ça allait au clash quand même, entre vous. Ben oui, mais bon, j'ai toujours défendu les joueurs, des fois un petit peu trop, c'est ce qu'on m'a reproché. Mais bon, Arsène savait que je défendais les joueurs, donc on n'est pas resté fâché très longtemps. Mais c'est sûr que quand il voit partir Nicolas Anelka au Real, Patrick Vieira qui a des volontés aussi de rejoindre le Real Madrid, ben ça fait un peu de temps. Mais bon, j'ai quand même fait aussi venir Thierry Henry de la Juventus, donc à Arsenal, voilà. Alors justement, un petit peu, quoi. Merci pour la passe décisive, Marc Roger. Incroyable. Thierry Henry, que l'on voit justement en discussion là, avec Arsène Wenger sur un soir de match de Ligue des Champions. Quelle est votre première rencontre avec Thierry Henry et comment vous arrivez à le convaincre de le représenter? Je l'avais rencontré à 2 reprises déjà à Monaco. J'avais rencontré papa, son Tony, donc, qui a même travaillé avec nous dans notre société pour des joueurs antillais. Et donc, on avait sympathisé avec Thierry Henry, donc, et il voulait travailler avec moi. Il m'avait dit que il voulait travailler avec moi, mais j'avais dit, j'étais pas pressé. J'ai dit, la prochaine fois, je reviendrai et on fera un document, donc, un contrat ensemble. Et puis, entre-temps, il y a Alain Migliaccio qui est intervenu, qui a un peu mis des pressions, qui est arrivé à convaincre le papa, donc, et Thierry a signé un contrat avec lui. Avec Alain Migliaccio, donc l'agent de Zinedine Zidane, voilà. un autre agent... Le rival, votre grand rival, Marc, hein, de cette époque. Oui, mais j'ai débuté après lui aussi, mais bon, oui, c'était un rival, c'est clair que c'était un rival. Et donc, je suis retourné voir Thierry Henry et j'ai dit, mais attends, ce qui est important, c'est de savoir avec qui, toi, tu veux travailler. Et il me dit, mais moi, je veux travailler avec toi, je veux pas travailler avec Alain Migliaccio. J'ai été un petit peu forcé, on m'a forcé la main. D'accord, donc en fait, il signe, on lui force la main pour signer, en fait, pour quitter l'AS Monaco à l'époque et pour s'engager avec la Juve, c'est ça, hein? Non, oui, ça c'est après. Donc, je lui ai dit, écoute, si tu veux pas travailler avec Alain Migliaccio, je trouverai une solution avec Tony, avec ton père, et à ce moment-là, on travaille ensemble. Il me dit, oui, ok, tu t'occupes de tout. J'ai dit, écoute, on va faire une courrier recommandée à Alain Migliaccio, tu le signes, j'irai le poster, et puis dans quelques jours, on signera un contrat ensemble, et c'était sa volonté, donc, et j'ai appelé son papa, et son papa m'a dit, s'il veut faire comme ça, écoute, moi je suis d'accord, c'est à lui de décider, mais bon, je pensais que il voulait travailler avec Alain Migliaccio et c'était pas le cas. Donc j'ai posté le courrier recommandé et on a travaillé ensemble, voilà. Juste comme ça, Marc, c'est-à-dire que vous avez réussi à rompre le contrat avec Migliaccio juste par courrier recommandé? Oui, exactement. D'accord. Vous savez, à l'époque, quand vous recevez un courrier recommandé, je touche du bois, j'en ai jamais reçu, mais bon. Alain Migliaccio, il n'allait pas s'opposer à la volonté de Patrick Vieira, de Thierry Henry. Thierry Henry lui a dit, j'ai signé avec vous, mais trop rapidement, et j'ai pas le même feeling qu'avec Marc. Il vous voyait Alain Migliaccio, moi il me tutoyait, et donc voilà, Alain Migliaccio, il avait d'autres joueurs, il pensait peut-être pas que Thierry Henry allait faire une telle carrière, et donc ça n'a pas posé de problème, voilà. Alors donc, on se remémore évidemment de l'époque monégasque de Thierry Henry. Son premier transfert, il a lieu de Monaco vers la Juventus. Est-ce que c'est un transfert sur lequel vous avez été impliqué, Marc? Et parlez-nous un petit peu des dessous de cette histoire-là.
Non, mais pareil, donc il y a des agents donc qui ont un matin demandé à Thierry de les rejoindre donc et de partir en voiture à Turin. Et on leur a fait croire qu'on n'arrivait pas à nous joindre, etc. Donc Thierry était jeune, il est parti en voiture à Turin, puis après là-bas, effectivement, on lui a un petit peu tourné la tête et il a signé donc un contrat à la Juve, voilà. Alors que vous aviez d'autres espoirs et d'autres destinations pour lui à ce moment-là. Oui, mais il y avait déjà Arsenal qui avait un intérêt. Donc on avait d'autres possibilités. Et bon, ça a été fait dans notre dos pour des histoires de commission. Je l'ai raconté à l'époque. Il y avait le président Jean-Louis Campora avait des affinités avec certains agents. Voilà. Ah ouais, donc c'est le président qui mandate ses agents, qui leur dit en gros tu vas forcer le transfert de Thierry Henry à la Juve dans le dos de ses propres agents. Mais là, Marc, il y a quand même aussi une petite naïveté de la part de Thierry Henry quand même de se faire avoir comme ça. Bah, il était jeune, mais vous savez, Thierry Henry, on est allé le voir, donc il avait signé à la Juve, on est allé le voir rapidement le lendemain, et on a trouvé un accord avec lui, donc, et ça s'est très bien passé. On n'a pas perdu Thierry Henry, on a continué à travailler avec lui, et bon, mais il était jeune, vous savez, il y a des agents et des présidents qui profitaient à l'époque beaucoup plus que maintenant, je pense, de la jeunesse de certains joueurs. Voilà. Et son président qui le forçait donc à ne pas nous appeler, à faire dans notre dos. Bon, avec Jean-Louis Campora, on n'a jamais eu de bonnes relations, donc c'était un président un petit peu spécial, quoi, qui avait du respect que pour un ou deux agents à l'époque. Et c'est marrant parce que c'est vrai qu'à notre époque, mais tu le disais, Jay, en fait, ils sont tellement entourés, les joueurs, ils ont tellement l'agent, l'avocat, le conseiller, tout ça, qu'en fait, maintenant, c'est presque lunaire de se dire que Thierry Henry a pu se faire avoir, entre guillemets, comme ça. Alors certes, il y avait sans doute la pression de son président, c'est pas rien, mais de là à signer dans le dos de son propre agent, c'est quand même fou. Le matin, ils ont fait un coup à la Patrick Vieira, ils l'ont mis un matin dans la voiture, ils ont dit on va à Turin, tu peux pas refuser la Juve, Monaco est d'accord avec la Juve, tu auras un bon contrat, et puis voilà, on lui a pas laissé le choix, quoi. Ouais, c'est joue et tais-toi, quoi. En gros, c'est des méthodes de voyous, mais bon, à l'époque, il y avait quand même 2-3 présidents qui se comportaient comme des voyous. Et Thierry Henry, lui, ne s'est pas comporté comme un voyou. Au contraire, il a été même plus que honnête. Il nous a appelés de suite. Hein. Voilà. Ouais. Et je me rappelle, on a appelé Arsène Wenger, on lui a expliqué ce qui se passait. Thierry Henry n'avait pas signé encore à la Juve, d'accord. On voulait qu'il rejoigne Milan en taxi, et il y avait un avion privé qui l'a mené à Londres à Arsenal. Voilà. Mais il a subi tellement de pression qu'on ne l'a pas laissé sortir des bureaux à l'époque. Voilà. Oh là, et il a été obligé de signer à la Juve. Alors que moi, je l'avais eu au téléphone et j'ai dit, tu as signé ou pas? Il me dit non. J'ai dit, écoute, tu es d'accord d'aller à Arsenal aux mêmes conditions? Oui, je préfère aller à Arsenal. Et avec Arsène Wenger, qu'il avait connu à Monaco, bien sûr. Et effectivement, mais ils n'ont pas laissé le temps de sortir des bureaux. On a voulu vraiment forcer la main ce jour-là. Ah, voilà. Les méthodes de Barbouze. Et Thierry Henry, du coup, exactement. Pour se faire pardonner avec vous, Marc, parce qu'il signe à la Juve et vous ne touchez pas de commission sur ce transfert-là, il vous paye quand même quelques semaines plus tard. Oui, tout à fait. Non, il nous dit, moi, je tiens à ce que vous perceviez une commission et je veux que vous continuiez à travailler pour moi dans le futur. On ne sait pas ce qui va se passer avec la Juve. Et effectivement, il nous a payé une commission. Je crois que c'est le seul joueur en 15 ans de métier qui nous ait payé une commission. Voilà. On peut savoir combien? À l'époque, je dirais que on devait être au-dessus d'1,5 million de francs français. Ok. Donc, pour faire la conversion en euros, c'est pas facile parce que ça fait longtemps qu'on a fait le changement de monnaie. Oh non, mais aujourd'hui, on va dire que ça représenterait plus d'1 million d'euros dans tous les cas. Ah ouais. Oui. Mais de toute façon, Marc, vous disiez que vous étiez de nouveau dans le coup pour s'occuper de lui à l'avenir. Ça n'a pas traîné parce que l'expérience Juve, elle n'a pas duré longtemps pour Thierry Henry. Oui, elle a duré 6 mois. Donc, ça a toujours été le grand regret après de Bettega, je me rappelle, de Moggi, quand je retournais à la Juve pour d'autres joueurs. Chaque fois, je leur reparlais de Thierry Henry qui réussissait des exploits avec Arsenal. Et on a été à 2 doigts de faire un prêt à Bologne. Parce que la Juve voulait se séparer de Thierry Henry. Oui, il voulait le prêter à Bologne. Mais non.
Et oui, bien sûr, il voulait le prêter à Bologne, Thierry Henry le sait. Et finalement, bon, mais, pareil, Jean-François est arrivé quand même à convaincre aussi, grâce à son passé de joueur professionnel, convaincre Arsène Wenger de le prendre, parce que Arsène était sceptique. Et je vous rappelle qu'il avait eu il avait eu à Monaco, mais il était très jeune. Un échec à la Juve, Arsène, il a vu le montant qu'il fallait payer, il n'était pas convaincu. Et Jean-François a fait la décision donc pour convaincre Arsène de le prendre. Donc, on était en route pour Bologne. Et le transfert donc de la Juve à Arsenal se réalise pour 72 millions de francs. Bon, à l'époque, c'était énorme. Aujourd'hui, évidemment, quand on connaît le montant des transferts en euros, ça paraît presque donné pour un joueur de la trempe de Thierry Henry. Évidemment, les montants sont pas les mêmes. Et quels ont été les arguments du coup pour réussir à convaincre là encore Arsène Wenger que Thierry Henry était le joueur qu'il lui fallait? Ben, je crois que l'impact de Jean-François Larios a été primordial. Hein. Et bon, il est arrivé comme après Patrick Vieira, il a convaincu Arsène de le prendre en lui expliquant qu'à la Juve, il n'avait pas joué dans sa position. Le championnat italien à l'époque était très difficile et donc qu'il réussirait en Angleterre avec des espaces qu'il y avait, etc. Et Arsène, bon, ben, a été convaincu et l'a pris. Mais c'était le plus gros transfert à l'époque d'Arsenal. Hein. Et derrière, vous avez encore continué à travailler avec Titi ? Oui, mais on a continué pendant quelques années. Et après, j'étais tellement proche de Patrick Vieira, donc que je l'avoue. D'ailleurs, on s'est revu avec Titi quelques années après à Barcelone. Et c'est vrai que le reproche qu'il pouvait faire, j'étais un peu trop proche de Patrick Vieira, donc et d'autres joueurs. Et à un moment donné, je l'ai un peu abandonné à Jean-François Larios. Et Jean-François, sa qualité première, c'est pas d'aller voir régulièrement les joueurs. Et un jour, il m'a dit, Marc, j'ai envie de travailler. Écoute, il y a le fils de David qui se lance dans le métier. J'ai envie de travailler avec lui. Mais j'ai dit, écoute, il n'y a pas de problème. Titi, travaille avec lui. Il me dit, ouais, toi, tu es trop occupé. Tu as trop de joueurs maintenant. Tu es moins proche de moi. Voilà, ça a été un choix et je l'ai respecté, quoi. Mais Marc, je rappelle que vous avez compté jusqu'à une centaine de joueurs, je crois, dans votre portefeuille avec Jean-François Larios, si je dis pas de bêtises. Comment on fait pour s'occuper d'autant de joueurs et comment on fait justement pour garder une relation humaine avec eux? C'est compliqué. Dans tous les cas, c'était une erreur d'avoir autant de joueurs. Il aurait fallu savoir dire non, vous savez, mais bon, quand des joueurs vous appellent pour demander de travailler avec eux, ce sont des êtres humains, donc vous les respectez, donc on n'a pas su dire non, voilà. Et après coup, c'est un regret. C'était trop de joueurs, donc effectivement, il y a des fois, on a fait des transferts peut-être trop rapidement, on aurait dû être plus patient. Et puis, à un moment donné, mais si vous voulez, c'est ce qui fait qu'au bout d'une quinzaine d'années, on n'en peut plus et qu'on fait un burn-out et qu'on a envie d'arrêter, quoi. Ouais, parce que j'imagine que quand on a 100 joueurs dont on s'occupe, Marc, comment vous organisiez vos semaines ? Est-ce que vous étiez toujours entre deux avions ? Est-ce que vous dormiez toute la semaine à l'hôtel pour la vie privée aussi ? Comment ça s'organisait vraiment le quotidien d'un agent aussi occupé que vous l'étiez ? De vie privée, on n'en a plus. On rentre pas d'un mois, 2 mois, des fois chez soi. Des fois, je laissais ma voiture dans une gare à Paris et 3 semaines après, je me rappelais plus où je l'avais laissée. Parce qu'entre-temps, j'avais fait les 4 coins de la France en train, en avion, et je me rappelais plus où je l'avais laissé. Non, c'était une vie de fou, voilà. Et est-ce que vous preniez du plaisir quand même malgré toute cette activité ? Oui, parce qu'il y a quand même eu, il y a le rapport humain avec les joueurs, il y a la passion de voir des matchs de foot, et puis il y a la fierté des fois d'arriver, et souvent d'ailleurs, d'arriver à négocier un bon contrat pour le joueur. Donc on a fait des fêtes après certains transferts qui se sont réalisés. Il y a quand même des bons moments, mais il y avait trop de voyages, voilà. Et j'imagine aussi qu'il y a une part de fierté quelque part aussi, parce que rien ne vous prédestinait peut-être à faire ce métier-là et à côtoyer les plus grands joueurs du monde. On parle quand même d'une époque bénie pour le football français, avec le titre de champion du monde en 98 et de champion d'Europe ensuite en 2000. Oui, tout à fait. J'ai eu la chance de vivre une grande époque, de vivre de ma passion et surtout de rencontrer des joueurs très importants, parmi les meilleurs du monde. Donc, c'était passionnant. C'est sûr que c'était passionnant.
Bon, alors on a parlé de Patrick Vieira, on a parlé de Thierry Henry. Un autre joueur français lié à Arsenal que vous avez représenté, c'est Nicolas Anelka, Marc Roger. Parlez-nous un petit peu de Nicolas Anelka. Comment se passe votre première rencontre? Oh, mais ça se passe au camp des Loges où je le remarque avec l'équipe réserve. Donc il marque des buts. Il va très très vite. J'habitais pas loin du camp des Loges. J'habite à Vilaine-sur-Seine exactement. Je reviens 15 jours après, effectivement, mais pareil, il marque des buts. Je vois Louise, je lui demande qui c'est. Et il me dit que c'est Nicolas Anelka, un jeune qui est très prometteur, etc., qui va monter très rapidement avec les pros. Et donc j'attends à la fin du camp des Loges et je vois qu'il discute avec deux gars, donc qui sont ses frères. Et voilà, je me présente et puis voilà, on s'est rencontrés à plusieurs reprises et on a décidé de travailler ensemble tout en respectant Didier et Claude, ses deux frères. Et donc à ce moment-là, on rappelle que... Oui, je vous en prie, allez-y Marc. Non, Nicolas, c'est quelqu'un que j'aime bien parce que c'est un homme de parole, voilà. D'accord. Alors, rappelons qu'au moment où vous le rencontrez, donc il est en contrat stagiaire avec le Paris Saint-Germain, il n'a pas encore signé son premier contrat professionnel, et j'imagine que la première chose que vous tentez de faire, c'est sans doute de négocier son premier contrat pro avec son club formateur, le PSG. Ben non, parce que Nicolas Anelka n'a déjà pas la volonté de rester, parce qu'il estime qu'il est largement au niveau de Deni Valdés à l'époque, l'attaquant du PSG. On lui fait pas confiance, on le fait pas jouer, on le prend pas en considération. Donc d'entrée, il a pas la volonté de rester. Voilà. Ah, donc du coup, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous mettez en place comme stratégie? Mais on en parle de nouveau à Arsène Wenger, parce qu'Arsène Wenger est quand même un entraîneur formateur. Et Arsène Wenger se renseigne, pareil, il prend des renseignements et on fait un rendez-vous. Et donc, voilà, les choses se sont finalisées, je crois, au deuxième ou troisième rendez-vous. Et Arsène Wenger a eu des super renseignements sur Nicolas Anelka, donc il y avait la possibilité de le faire venir libre, donc il y avait pas de risque. Et voilà comment ça s'est fait, quoi. Ouais, et l'histoire dans l'histoire, ouais, c'est qu'il y a aussi une petite part de vengeance derrière tout ça. Oui, oui, je savais que vous alliez y venir. Oui, il y a l'histoire de vengeance. Jean-François Larios était avec un ami au Japon, donc avait passé un accord avec Leonardo. J'en parle à l'époque donc aux dirigeants du Paris Saint-Germain. Ça avance bien, et puis il y a eu un coup tordu après entre des agents et à l'époque les dirigeants du PSG. On a été surpris parce qu'on représentait quand même beaucoup de joueurs internationaux qui dans le futur pouvaient intéresser le PSG. Et Leonardo nous a prévenus, nous a dit mais qu'est-ce qui se passe, parce que le PSG m'a envoyé d'autres agents. Donc on a dit à Leonardo que s'il pouvait signer au PSG, qu'il signe au PSG, et que nous on réglerait après nos histoires avec le Paris Saint-Germain par la suite. Et ça a été Nicolas Anelka Arsenal, ça a été effectivement un petit peu une vengeance, voilà. Ouais, parce qu'en fait, le PSG vous avez doublé en choisissant d'autres agents alors que vous aviez un accord avec Leonardo. Exactement. Et on était surpris parce qu'on avait organisé à l'époque même des rendez-vous pour Batistuta, que le Paris Saint-Germain voulait, avec le groupe Vivendi, qui était au-dessus du Paris Saint-Germain et propriétaire du Paris Saint-Germain. Ils voulaient Ibrahima à l'époque, dont on gérait les intérêts aussi. Donc on a été surpris par cette attitude-là, mais bon, on leur a dit, on n'ira pas au tribunal, un jour ou l'autre vous le payerez, et peut-être qu'un jour nous vous marquera un hat-trick. Voilà. Et donc quand il s'est présenté l'opportunité de Nicolas Anelka, mais bien sûr que on s'en est servi, mais bon, dans tous les cas, Arsène Wenger l'aurait pris, lui, il rentrait pas dans ces problèmes-là. Mais bon, on était heureux de l'envoyer à Arsenal, quoi. Mais c'est marrant, Marc, parce qu'en fait, là, on parlait de Jean-Louis Campora à Monaco par rapport au transfert de Thierry Henry. Et là, donc, les dirigeants du PSG par rapport au transfert de Leonardo. Donc, chez les dirigeants aussi, les méthodes à l'époque, elles étaient un petit peu border, non? Ouais, non, mais moi, je pense qu'ils se sont laissés influencer à l'époque par des agents. Mais non, c'était quand même c'était pas pareil, hein. Moi, j'ai du respect pour Michel Denisot, pour Jean-Michel Moutier. Donc, j'ai du respect pour tous les deux. Ils ont très bien travaillé tout le temps où ils étaient au PSG. Michel Denisot est adoré par tous les joueurs du PSG qu'il a eu dans son effectif. Donc, c'est pas du tout les mêmes méthodes. Je pense qu'ils ont été influencés par
par des mauvais agents et que bon, ça leur a porté aussi préjudice, quoi, parce qu'après, bon, effectivement, on n'a plus travaillé avec eux et c'était compliqué pour eux, quoi. Voilà. Marc, après la signature à Arsenal, il y a ensuite le départ de Nicolas Anelka de chez les Gunners. À quel moment il souhaite partir? Pourquoi il veut quitter les Gunners et vers quel club vous l'orientez à ce moment-là? Nicolas Anelka, après 2 ans passés à Arsenal, il a envie de partir parce que bon, il se plaint de la presse, il se plaint de la vie qu'il a à Londres, donc il a la volonté de partir. Et bon, moi j'en parle à Lorenzo Sanz, pauvre Lorenzo Sanz, un super monsieur, mais bon, décédé il y a quelques années, vous le savez, à cause président du Real. Voilà, c'est président du Real Madrid. Et donc, je lui en parle, donc, et c'est comme ça qu'il y a eu les premières approches. Et ça a duré pendant des mois, par contre, parce que le Real n'avait pas l'argent. David exigeait à tout prix, donc, un paiement comptant. Et puis après, un paiement avec une garantie bancaire, donc c'était compliqué pour le Real Madrid. Nicolas a failli signer à la Lazio de Rome à l'époque avec Gragnotti, le président Gragnotti. Vous savez qu'ils étaient rentrés en bourse, ils avaient beaucoup d'argent. Et puis après, il y a eu des accrochages entre David Dean et M. Gragnotti et ça s'est pas fait. Et vous avez sorti le grand jeu pourtant, je crois, hein, le président de la Lazio. Hein. Oui, exactement. Oui, il nous avait reçus sur un bateau, enfin, avec l'hélicoptère, etc. Donc, il nous avait sorti le grand jeu. Et après, il s'est disputé, il s'est brouillé avec David Dean. Il a trouvé que M. David Dean d'Arsenal abusait. Donc, ça s'est pas fait. Et nous, on a relancé après Lorenzo Sanz et comment ils ont trouvé l'argent alors? Ils ont trouvé une garantie bancaire d'une banque pas très connue. Et pour des raisons d'impôt, Arsenal à la fin préférait un paiement sur plusieurs années. Donc on a trouvé une solution entre Arsenal et le Real Madrid, mais ça n'a pas été simple. Et Marc, il y a aussi cette histoire de la Juve qui était aussi sur le coup et dont Nicolas Anelka ne voulait absolument pas. Oui, tout à fait. Nicolas Anelka voulait rejoindre le Madrid et pas la Juventus de Turin. Seulement, la Juve servait à faire monter les prix. La Juve était très proche d'Arsenal et il servait à faire monter les prix. Mais vous avez même dû donner de votre personne, si je dis pas de bêtises. Oui, mais Nicolas Anelka à l'époque était un petit peu timide, vous le savez, réservé. Donc, et moi je lui ai dit, écoute, à un moment donné, il faut attaquer un petit peu la Juve pour qu'il s'écarte du milieu parce que Arsenal ne cédera pas. Et donc, effectivement, des journalistes m'ont appelé, pensant qu'ils parlaient à Nicolas Anelka. Et bon, j'ai dit des méchancetés sur la Juve, mais ça c'était de bonne guerre. Et le lendemain, ça a fait la une des journaux. Et bien sûr, la Juve a été obligée de se retirer. Qu'est-ce que vous aviez dit comme bêtise? Qu'est-ce que vous aviez dit pour... Que c'était un vieux club, un club de retraités, que c'était un club du passé, etc. Je les avais beaucoup attaqués, et avec l'accord de Nicolas, et effectivement, ça a fait que la Juve, le lendemain, s'est retirée en téléphonant à Arsenal, voilà. C'est incroyable. Et comment ça s'est passé pour Nicolas Anelka au Real? Ça a été un petit peu difficile. Il était jeune, il a investi en compliqué, un transfert qui avait défrayé la chronique, un salaire beaucoup plus élevé que certains internationaux du Real. Donc lui, il avait que 19 ans, donc il a pas été accepté. Et le Real avait un jeu différent de celui d'Arsenal, et donc effectivement qui s'adaptait pas aux qualités de Nicolas Anelka, quoi. Donc il est resté qu'une année, voilà. Et ensuite, un peu plus tard, il y a ce retour dans la capitale. Oui, tout à fait, il y a ce retour dans la capitale. Donc au Paris Saint-Germain, mais bon, il y avait une histoire un peu politique. Vous vous rappelez qu'il y avait des quartiers qui étaient en feu, et il y a une volonté nationale politique pour que l'opération se réalise. Voilà. Ouais, mais alors comment une volonté politique peut aboutir à un transfert dans une entreprise privée qui est un club de foot? Il y a le gouvernement qui a fait un petit peu des pressions sur le PSG, en leur disant qu'il fallait refaire venir des joueurs comme Nicolas Anelka, des vrais Parisiens, des gars qui sortent un petit peu des quartiers, etc. Donc il y avait une insistance gouvernementale, et moi au PSG on ne l'a jamais caché. Hein. D'ailleurs le Real en a profité aussi, hein, parce que quand le Real l'a appris, effectivement le transfert a changé de prix, quoi. Oui. Et du coup, Nicolas Anelka, qui était parti libre pour Arsenal, est revenu au Paris Saint-Germain pour plus de 200 millions de francs à l'époque. Hein. Et oui, exactement. C'est la folie du football.
Marc, c'était son souhait à Nicolas de revenir à Paris par rapport à tout ce qui s'était passé lors de son premier passage? Oui, parce que là, il revenait quand même comme un joueur international. Donc un joueur qui avait joué au Real Madrid, qui avait joué à Arsenal, donc il avait plus la même stature. Là, il savait qu'il était archi titulaire. Alors, un autre joueur, tiens, on va changer encore, on va partir vers un international, on va terminer comme ça avec Arsenal, parce que vous en avez placé des joueurs à Arsenal. L'un d'entre eux, c'est Sylvain Wiltord. Pareil, même question, Marc Roger. Comment vous l'avez rencontré? Comment vous décidez de travailler ensemble? Et comment se passe son transfert de Bordeaux chez les Gunners? On l'a rencontré donc à Rennes à l'époque, Sylvain Wiltord. Et donc, on a décidé, donc, il y en avait un de nos salariés qui était très proche de lui, Patrice Joannin. Donc, parce qu'il habitait Rennes aussi. Et donc, c'est comme ça qu'on a décidé de travailler ensemble, donc, avec Sylvain. Et donc, on l'a fait signer au Girondins de Bordeaux d'abord. Et il a réalisé un beau parcours avec ce club-là. Donc, et ensuite, Arsène Wenger, effectivement, il souhaitait donc associer Sylvain Wiltord à Thierry Henry. Et là, le transfert a duré effectivement énormément de temps parce que il fallait. Arsène Wenger avait payé 74 millions pour Thierry Henry un an avant. Et là, on a fini à 140 millions, soit le double en une année. Ouais. Donc ça faisait beaucoup et c'est pour ça que ça a duré pendant plusieurs semaines. Qu'est-ce qui a débloqué la situation finalement, Marc? Non, mais je pense qu'Arsène Wenger voulait vraiment Sylvain Wiltord et les Girondins de Bordeaux se sont aperçus qu'ils pourraient pas le retenir, voilà. Et à un moment donné, sans être dans l'opération, je leur ai parlé de Paoletta, qui était à la Corogne, parce que vous savez que Sylvain Wiltord avait un pré-contrat avec la Corogne. Donc il fallait un accord entre Bordeaux et la Corogne. Et j'ai convaincu Charles Camporo de s'intéresser à Paoletta en lui disant qu'il viendrait, il marquerait beaucoup de buts, que c'était un super joueur. Et pourtant, il était le 3e avant-centre, donc à l'époque à la Corogne, il était remplaçant. Et on est arrivé à convaincre Bordeaux. Donc, mais ça a été très long, ça a duré presque 2 mois. Je me souviens encore d'être à l'Euro en Belgique. Donc, une réunion à l'hôtel de l'équipe de France d'ailleurs. Une réunion très compliquée. Voilà. Racontez-nous cette fameuse réunion. Nous, on a envie de savoir. On était comme une petite souris là. On est dans l'hôtel de l'équipe de France. Ouais. Vous vous rendez compte de la chance que vous aviez? Ah mais moi je parlais plus, mais j'avais quand même pas mal de joueurs. Moi je parlais plus à Jean-Louis Trio. Il y a que Maître Fauconnet, mon avocate, qui lui parlait à l'époque. Le président des Girondins. Il voulait plus qu'on se parle, donc on se parlait plus. C'est dommage parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Jean-Louis Trio, donc on avait fait beaucoup de transferts ensemble, mais bon, il était fâché contre moi. C'était ma faute si Arsène Wenger voulait Sylvain Wiltord, etc. C'est plus facile de s'en prendre aux agents que des fois qu'aux joueurs ou aux autres dirigeants. Donc, il y avait ce jour-là, et effectivement, il y avait tous les internationaux qui nous voyaient en négociation. Donc, et ça me faisait rire plusieurs, quoi, qui passaient devant nous, qui nous taquinaient. Enfin, voilà. Donc, ça a été pour nous, une super journée, quoi. Voilà. Moi, je me levais, j'allais voir d'autres joueurs, j'allais leur faire la bise. C'est d'ailleurs ce jour-là que j'ai appris à Zidane qu'il y avait un rendez-vous pour lui le lendemain avec le Real Madrid. Voilà. Mais non. Mais oui, il ne le savait pas. Mais comment c'est possible, ça? Son agent ne lui avait pas dit, et c'est moi qui organisais le rendez-vous. Mais comme j'avais des relations tendues avec Arsène Wenger, à ma place, j'ai envoyé mon avocate, donc un ami associé aussi à l'époque, Edson Carpegiani. Et donc, c'est moi qui organisais le rendez-vous, mais à l'humiliation, ne le savait pas. Voilà. Et donc, je l'ai dit à Zidane, qui au début était surpris, ne me croyait pas. Et j'ai dit, mais écoute, appelle Alain et vérifie, et tu verras que demain, il y a un rendez-vous. Et donc, effectivement, Alain lui a dit, ouais, mais j'attendais avant de t'en parler, parce que je pensais que c'était peut-être pas sérieux. C'est le Real Madrid, c'est compliqué, etc. Donc, il voulait surtout pas qu'il quitte la Juve, quoi. Voilà. C'est un délire. Non, mais c'est hallucinant. C'est-à-dire que c'est l'agent rival d'Alain Migliaccio qui apprend à Zinedine Zidane donc qu'il a rendez-vous avec. Qui va signer au Real, potentiellement. Qu'il va signer au Real, ouais. C'est complètement hallucinant. Là, on est en 2000, cette année, il y a le rendez-vous à Marseille d'ailleurs, mais ça se fait pas. Ça se fait pas parce qu'Alain Migliaccio,
force pas le transfert. Il a un petit peu peur de Moggi. Vous savez que Luciano Moggi avait une réputation un petit peu sulfureuse en Italie, donc il en a un petit peu peur et le transfert se réalise pas. Et d'ailleurs, au mois de septembre 2000, Florentino Pérez me dit, écoute, il faut que tu t'occupes de Zidane parce que j'ai plus confiance en ce Migliaccio, il a rien fait pour que ça se fasse, et etc. Et bon, j'ai dit, écoute, Florentino Migliaccio, il a fait signer à la Juve, il y a certaines choses, qui sait, ça va mettre Zidane en porte-à-faux. Zidane, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour lui, et je lui ai dit non, écoute, l'année prochaine, tu y arriveras, tu verras. C'est un regret, hein, parce que si au mois de septembre 2000, je vais à Turin, je deviens l'agent de Zidane, c'est sûr. Eh oui, et Zidane qui signera donc finalement l'année d'après. En 2000, c'est Luis Figo qui rejoint le projet Galactique et Zidane l'année d'après. Tiens, puisqu'on est sur Zinedine Zidane, on découvre dans votre livre que je remonte, Transfert donc aux éditions L'Archipel, on découvre que il a failli signer au Paris Saint-Germain. Il faut que vous nous racontiez ça quand même. Un Marseillais au PSG, Zidane en qui plus est. À quel moment ça se passe et pourquoi ça se fait pas? Ben ça se passe, je me rappelle plus exactement, on doit être en 94. Louis est entraîneur du PSG, et donc j'en parle à Louis, je parle de Zidane et du Gary. Je lui dis que les deux quitteront les Girondins de Bordeaux en fin de saison. Je lui parle des deux joueurs. Louis me dit qu'il est intéressé, et il me dit mais moi j'aimerais les rencontrer. Et donc j'ai organisé un rendez-vous. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'étais un jeune Parisien à l'époque, et on a mis plus de temps de Roissy à l'appartement de Luis Fernandez que de Bordeaux à Paris. Voilà. Ça faisait beaucoup rire Dugarry qui me disait putain, mais tu connais Paris, tu te perds. À l'époque, il n'y avait pas de GPS. Et effectivement, mais j'ai tourné dans plusieurs quartiers de Paris avant de retrouver l'appartement de Louis. On a fait un rendez-vous chez Louis et malheureusement, ça a été ébruité. Et je crois qu'à l'époque, ça a un petit peu fâché Michel Denisot. Et donc, Rai a finalement prolongé, mais Zidane n'a pas signé au PSG. Et Michel Denisot a préféré prendre le locaux par rapport à Christophe Dugarry. Si l'affaire n'avait pas été ébruitée, je pense que qu'elle aurait été finalisée. Voilà. Incroyable, incroyable. Mais c'est peut-être parce que justement, ils ont mis trop longtemps à arriver à l'appartement de Luis Fernandez qu'ils ont dit non, on ne signera pas ici dans cette ville du démon, c'est horrible. non, parce que non, ils étaient jeunes, j'étais jeune aussi. Non, on a beaucoup rigolé, donc on avait déjà fait quelques soirées ensemble par le passé. Donc c'était avec beaucoup d'humour, et Christophe Dugarry, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Voilà, donc voilà, ça s'est pas fait, c'est comme ça, c'est la vie, c'est le destin, quoi. Bon, donc l'autre club, on l'a compris, il y a Arsenal avec qui vous aviez des liens privilégiés via Arsène Wenger. Vous y avez placé Patrick Vieira, Thierry Henry, Nicolas Anelka, Sylvain Wiltord. On l'a bien compris également que vous avez une relation de confiance avec Lorenzo Sanz, l'ancien président du Real, et puis également son successeur, Florentino Pérez. Il y a donc un joueur que vous avez placé au Real Madrid qui s'appelle Claude Makelele. Même question, Marc. Comment se passe votre première rencontre avec Claude et comment vous arrivez à le faire signer dans le plus grand club du monde? Je m'occupais déjà de plusieurs joueurs nantais, Nicolas Wedek, Renan Predos avec Dominique Rocheteau, avec qui j'étais associé, Ziani, le dixième, enfin beaucoup de joueurs nantais. J'en avais 9 au total de joueurs nantais. Et j'ai rencontré Claude Makelele, puis après c'est pareil, j'ai vu son papa à Paris, paix à son âme, qui est décédé aussi, le papa de Claude, il y a quelques années. Donc voilà, avec Claude, on a décidé de travailler ensemble. C'est le joueur avec qui j'ai travaillé le plus longtemps. J'ai travaillé pendant plus de 15 ans avec Claude. Donc, oui, je l'avais il y a quelques jours. Il était en Arabie Saoudite. Je l'avais au téléphone. Voilà, donc vous l'avez d'abord placé de Nantes à Marseille, c'est ça, hein, avant d'aller au Real. Il y a eu plusieurs clubs, plusieurs étapes. Ouais. Non, j'ai d'abord prolongé ses contrats au FC Nantes. À l'époque, il a signé son premier contrat pro avec moi au FC Nantes. Après, on a encore prolongé. On a mis des clauses libératoires dans ce contrat. Je reviendrai sur les clauses que j'ai un petit peu inventées en 1989 et qui sont la chose la plus importante dans les contrats des joueurs. C'est souvent oublié par certains agents. Et donc après, Claude a prolongé au FC Nantes. Après, donc, il voulait participer à la Coupe du Monde 98. Donc, il y avait Marseille, Roland Courbis qui souhaitait l'engager. Donc, et c'est comme ça que le transfert s'est fait vers Marseille. Ça n'a pas été une grande réussite pour le pauvre Claude Makelele. À l'époque, Marseille, sportivement, c'était pas top non plus, hein, Marc.
Oui, c'est vrai qu'il a vécu une saison compliquée, donc avec l'Olympique de Marseille à l'époque, mais bon, il a bien rebondi par la place, pardon, par la suite, et on a un petit peu poussé vers le Celta Vigo, voyant le jeu du Celta Vigo, c'était un petit peu le jeu du FC Nantes avec de super joueurs comme Mostovoy, Carpine, le milieu brésilien qui a remporté la Coupe du Monde, son nom va me revenir, qui a beaucoup appris à Claude Mazinho. Voilà. Voilà, c'est qui a beaucoup appris à Claude sur son poste de milieu de terrain défensif. Et je crois que Celta Vigo, ça a été une réussite parce que à la fin de la première saison, déjà le FC Barcelone voulait l'engager. Ça n'a pas pu se faire parce qu'il y avait des élections politiques. Donc le président de Celta Vigo voulait devenir député, donc il voulait pas se séparer de Claude Makelele. Et donc, il nous avait garanti qu'à la fin de la deuxième année, il pourrait partir. Et à la fin de la deuxième année, mais il est allé au Real Madrid. Voilà. Ouais, alors il part au Real Madrid, mais là aussi, que de rebondissements et que de négociations pour arriver à ce transfert de Claude Makelele au Real. Il a fallu travailler d'arrache-pied et passer par des très très grands joueurs comme intermédiaires, Marc Roger. Oui, effectivement, mais ça a été compliqué parce que le président Horacio Gomez changeait d'avis tous les jours. Florentino Pérez était épuisé. Il était jeune président et à un moment donné, il voulait plus de Claude, voilà. Donc effectivement, Claude avait fait la visite médicale donc à Madrid et à un moment donné, quand il signe Flavio Conceição, le milieu de terrain défensif de la Corogne, Florentino Pérez m'appelle, il me dit j'en peux plus du président du Celta Vigo, Horacio Gomez. Donc Marc, je laisse tomber. Rentrer à Vigo, bonne chance pour la suite, etc. Et moi, il faut que j'aille annoncer ça à Claude, qui a passé la visite médicale. Et là, mais j'ai une bonne idée, je pense. Je sais que Paulo Futre est intervenu, donc l'ancien grand joueur donc de l'Atlético Madrid est intervenu dans le transfert de Luis Figo. Et j'appelle Paulo Futre. Paulo Futre donc me rejoint à l'hôtel. Je me rappellerai toujours ce jour-là, on a Claudia Schiffer qui est présente dans l'hôtel, voilà. Heureusement, ça nous a permis de détendre un petit peu l'atmosphère. Et je dis à Paolo, mais qu'est-ce qu'il pense Luis Figo qui est de Claude Makelele? Et il me dit, écoute, je peux l'appeler. Il appelle Luis Figo, et Luis Figo, il dit, mais attends, c'est le meilleur milieu de terrain défensif d'Espagne. Et il va signer au Real Madrid. Mais non, il va plus signer au Real Madrid. Et Luis Figo est intervenu auprès de Florentino Pérez, et il a convaincu Florentino Pérez de ne pas laisser partir Makelele, de le faire signer. Et effectivement, mais ça a marché parce que Florentino Pérez m'a rappelé et m'a demandé de rester à Madrid, alors que j'avais fait croire qu'on était déjà rendu à Vigo. Voilà. C'est incroyable. C'est incroyable. Tu te dis, mais vraiment, des fois, les transferts se jouent vraiment. Enfin, c'est dingue au final d'apprendre ça en plus tant d'années après. Alors que bon, quand tu vois Makelele au Real, tu te dis, bah, c'est logique, effectivement, c'est la progression normale, mais c'est fou. Ouais. Et ce qui vaut... Florentino Pérez était mal entouré au tout début. Il arrivait, on était en 2000, il venait d'être élu. Donc lui, mais il avait Flavio Conceição qui en plus, il avait payé très cher, plus cher que Claude Makelele, qui était quand même un international brésilien. Donc il s'est dit, mais pour remplacer Redondo, c'était pour remplacer Redondo, ça suffira. Et puis, heureusement, Luis Figo est intervenu en lui disant, mais Flavio Conceição, il remplacera jamais Redondo. Celui qui peut remplacer Redondo, c'est Claude Makelele. On les voit tous les deux d'ailleurs à l'image, là, à l'instant, on les voyait célébrer la victoire en Ligue des Champions en 2002, Claude Makelele avec Flavio Conceição, la génération donc des Galactiques. Ensuite, Makelele, on le sait, brille, c'est le porteur d'eau des Galactiques, c'est lui qui a permis, qui a été le point d'équilibre sans doute de cette équipe du Real pendant de très très belles années. Et puis derrière, Claude Makelele, du coup, quitte le club pour partir en Angleterre. Marc Roger, racontez-nous cet épisode-là. Claude Makelele a été une réussite au Real Madrid. Il a fait des saisons exceptionnelles, mais il arrivait de Vigo. Donc, il n'avait plus un contrat qui correspondait à son niveau. Et on s'est heurté pendant des années. Alors qu'avec Florentino Pérez, j'ai jamais connu la raison. J'en ai beaucoup voulu à Valdano, qui lui avait été un ancien pro, de ne pas arriver à convaincre Florentino Pérez. Et comme pour Florentino, Claude ne pouvait pas être un ballon d'or, mais il ne voulait pas qu'on revoie son contrat à la hausse. Et un jour, il m'a fait une promesse. Il m'a dit, écoute Marc, s'il n'est pas content à Madrid, mais si tu trouves un club qui me rembourse une partie de mon investissement,
je le laisserai partir pour aller gagner plus d'argent. Mais à l'époque, Florentino Pérez, il contrôlait un peu tous les clubs du G14, du fameux G14 à l'époque, qui représentait les 14 plus grands clubs européens, sauf Chelsea qui venait d'être racheté par Abramovich. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on a trouvé un accord avec Chelsea, mais ça a été très long aussi parce que il voulait pas laisser partir Claude et il voulait surtout pas l'augmenter. Donc ça a été très long. On a signé le 31 août. Je sais pas si les gens s'en rappellent encore, mais on a signé le dernier jour du mercato. Et là aussi, Marc, vous avez été obligé de donner de votre personne comme vous l'avez fait avec d'autres joueurs. Ah ben oui, moi j'ai toujours défendu les joueurs, beaucoup trop. Hein. On me l'a reproché, beaucoup de présidents d'ailleurs. Et donc, effectivement, moi je voulais à tout prix que Claude rejoigne Chelsea parce qu'il allait signer un contrat nettement supérieur à celui du Real Madrid. Donc j'ai tout fait, effectivement, tous les vices, on va dire, du métier pour qu'il puisse se rejoindre le club de Chelsea, quoi, voilà. Dites-nous, Marc, quel vice? Oh, on a fait croire que des supporters voulaient s'en prendre à Claude, donc à partir de là, sa sécurité n'étant plus assurée à Vigo, il fallait à Madrid, pardon, qu'il quitte le club, donc de toute urgence, voilà. Ouais. Avec des méthodes, on va dire, un petit peu border quand même. Oui, effectivement, un petit peu border, oui. Il a fallu mettre des tags, il a fallu effectivement monter une opération avec la presse pour que Claude quitte à tout prix Madrid en mettant les supporters contre lui. Mais ça s'est fait dans d'autres transferts aussi, quoi, voilà. Mais Claude, j'étais très proche de Claude, donc d'ailleurs, il a douté à une époque, il était persuadé que j'allais le laisser tomber, parce que je faisais quand même beaucoup de transferts avec le Real Madrid, Salgado, Elguera, etc., beaucoup de transferts. Ronaldo, le Brésilien de l'Inter de Milan au Real Madrid. Donc Claude, à une époque, il a douté, il m'a dit, tu vas pas gâcher ta relation avec Florentino Pérez. J'habitais Majorque, un endroit où Florentino Pérez se rendait régulièrement chaque fin de semaine, donc on se voyait souvent. Et non, j'ai dit, Claude, je te défends depuis pas mal d'années, et on ira jusqu'au bout, mais je serai avec toi. Et tu verras que je te lâcherai pas. Voilà. Et là, vous lui avez dit, Claude, tu tiens à ton pare-brise ou pas? Non, pas trop. Non, pas trop. Donc, on a fait ce qu'il fallait faire. Et, 2-3 cailloux. Comment? 2-3 cailloux dans le pare-brise. Voilà, effectivement. Puis on a fait passer ça sur le dos des supporters. Donc, et Claude a été obligé de quitter Madrid. Et Florentino Pérez, à un moment donné, il s'est aperçu qu'il ne pourrait pas le retenir. Mais bon, j'avais un Valdano, surtout, qui était spécialiste du football. Et je veux dire, je me rappelle même du dernier rendez-vous, on y est le soir avec Zizou et Claude Makelele au restaurant, et Zizou qui est abusé de voir que Claude va partir, quoi. Pour lui, c'est pas possible, parce que Claude l'a beaucoup aidé lorsqu'il est arrivé à Madrid, c'est son ami, et il est désabusé par le fait de voir qu'on ne veut pas augmenter Claude. Claude, il voulait juste la moitié des salaires des Galactiques. Il n'a jamais voulu le salaire d'un Galactique. Il y en avait 4 au Real Madrid. Il voulait juste être payé la moitié d'un Galactique. Voilà. Ce qui était tout à fait logique. Ah oui, clairement. Ah oui, quand on voit ce qu'il a apporté à cette équipe, on peut le comprendre. Et d'ailleurs, je vous rappellerai que Florentino Pérez, suite au départ de Makelele, a démissionné quelques mois après. Et il a d'ailleurs rappelé Makelele avant de démissionner, pour savoir s'il voulait revenir à Madrid. Et Claude lui a dit, non, président, c'est gentil, mais je suis bien à Chelsea, je reste à Chelsea. Voilà. Ouais. Et alors, pour terminer sur ce transfert de Makelele du Real à Chelsea, il y a cette histoire où vous avez fait lambiner le Real jusqu'au dernier moment, jusqu'à la clôture, et même après la clôture du marché des transferts. Oui, mais j'étais avec un ami aussi agent qui en voulait beaucoup à Florentino Pérez, Santos Marquez, qui était avec moi un petit peu dans cette opération. Et effectivement, mais il y avait 1 heure de décalage, donc le Real Madrid a vu que Claude Makelele n'avait pas signé à Chelsea, donc ils ont laissé tomber le défenseur central. Il y avait un transfert à 3 bandes. Ayala, le défenseur central de Valencia, qui devait aller au Real Madrid, et Eto'o devait aller à Valencia parce que Eto'o appartenait pour moitié au Real Madrid. Et comme effectivement, à minuit, ils n'avaient pas le retour de Chelsea, ils ont fermé les bureaux et ils sont partis. Voilà. Et le lendemain, ils se sont aperçus que Claude Makelele avait quand même signé à Chelsea,
Et eux, ils avaient raté Ayala et Eto'o n'était pas allé à Valence. Et Eto'o est resté à Majorque. Voilà. Et oui, parce que 23h50 en Angleterre, c'est minuit 50 évidemment chez nous en Europe. Et donc c'est comme ça, par ce truchement du décalage horaire, que vous avez réussi à perturber et à déstabiliser le Real Madrid. Alors il y a d'autres transferts sur lesquels, Marc Roger, vous êtes intervenu, et puis des transferts qui ne se sont pas faits. On peut découvrir dans votre livre Transfert notamment un certain Cristiano Ronaldo qui aurait pu signer non pas au Real, mais quelques années bien auparavant chez le grand rival du Real, l'Atlético. Oui, tout à fait, oui. Oui, il y avait les deux joueurs, il y avait Quaresma et Ronaldo. On avait de bonnes relations avec le Sporting de Lisbonne, donc à l'époque, ils avaient besoin d'argent. Et on a organisé un rendez-vous, donc à l'époque, chez Jesus Ribéry, et à son âme, lui aussi, qui est décédé, qui est le papa de Jesus Ribéry, qui est toujours à l'Atlético de Madrid, et donc qui était le maire de Marbella à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et donc on a organisé un rendez-vous, et bon, le problème, c'était les garanties bancaires que l'Atlético de Madrid n'est pas arrivé à fournir. Voilà. Donc ça n'a pas pu se faire, et après, Quaresma est parti à Barcelone, je crois, et Ronaldo est parti à Manchester. Voilà. Voilà. Donc, ce qui est fou, c'est que l'icône du Real qui est devenu Cristiano Ronaldo aurait pu signer à l'Atlético de Madrid. Autre joueur dont vous êtes occupé, l'autre Ronaldo, le vrai pour certains, c'est donc Ronaldo, l'ancien joueur de Barcelone. Sur quel transfert vous êtes intervenu pour lui ? De l'Inter de Milan au Real Madrid, voilà. De quelle manière ? J'ai travaillé pour le Real Madrid à l'époque, donc j'en avais parlé à Florentino Pérez. Et je lui avais dit d'ailleurs de faire vite, d'essayer de le faire avant la Coupe du Monde. Et bon, il n'y est pas arrivé. Ça a traîné avec l'Inter de Milan à l'époque avec le président Moratti. La Coupe du Monde 2002, on rappelle, celle que le Brésil gagne face à l'Allemagne en finale. Et donc on a finalisé le transfert, mais après la Coupe du Monde, voilà. Mais là, j'ai travaillé pour le Real Madrid, mais je connaissais Ronaldo, hein, parce que Ronaldo m'avait été présenté par Laurent Blanc, donc à Barcelone à l'époque. D'accord. Et vous aviez failli. Et il avait failli signer à Arsenal d'ailleurs. Hein. On était intervenu, donc on avait fait venir ses agents du Brésil et on avait fait des rendez-vous avec Arsenal, mais bon, Arsène Wenger avait peur que ça gêne la progression de Nicolas Anelka, alors que bon, ils auraient pu jouer tous les deux ensemble. Moi, c'est un des transferts qui m'a fait le plus mal dans ma vie, Marc, celui-là. Hein. Vous y avez pris part. Le départ de Ronaldo de l'Inter au Real. Après tout ce qu'on a fait pour lui, on l'a remis sur pied, on l'a opéré 2 fois, et puis il part, et puis il cartonne en plus. Oui, mais jouer au Real Madrid à l'époque, c'était quand même le plus grand club du monde, même si ça l'est encore aujourd'hui. C'est vrai que puis l'Inter avait besoin d'argent. Hein. Il ne veut pas s'en cacher, monsieur Moratti ne voulait plus autant investir, donc ça a ragé aussi l'Inter de Milan. Marc, tout le réseau que vous avez tissé durant toutes ces années, même si vous n'êtes plus dans le milieu du foot depuis maintenant quelques temps, puisque vous nous le rappeliez, vous travaillez maintenant pour Emmaüs, est-ce que c'est un réseau qui vous sert encore et est-ce qu'on vous passe des coups de fil ? Est-ce que vous avez failli être impliqué sur des transferts récemment ? Non, si, sur un transfert l'année dernière, Luis Hernandez à l'Olympique Lyonnais. J'avais rencontré M. Textor donc à Marseille. Donc on a passé quelques heures l'après-midi ensemble. J'étais en train de le convaincre et on devait se revoir le soir après le match Marseille-Lyon. Et malheureusement, vous savez qu'il y a eu un incident avec l'entraîneur Fabio Grosso. Le match a été annulé et finalement, M. Textor est reparti directement. Donc, et on n'a pas pu finaliser tout ça alors que c'était en bonne voie. Ouais. C'est incroyable. Voilà, hein. Après tant d'années sans... Oui, c'était en bonne voie. Louis a été très déçu. J'ai eu Louis à plusieurs reprises pendant plusieurs semaines et bon, malheureusement, je suis persuadé que s'il n'y a pas l'incident sur ce match-là, le Lyon de l'époque avec Fabio Grosso, qui est le pire des entraîneurs, je pense, de ces dernières années, hein, parce qu'aucun joueur n'arrive à le comprendre. Je pense qu'ils auraient perdu contre l'Olympique de Marseille. Je pense que Louis était entraîneur de Lyon. Voilà. Ouais. On le salue d'ailleurs, Louis, un ancien de la maison RMC évidemment, qui animait Louis Attaque. Mais c'est marrant parce que ça tient vraiment à peu de choses en fait. On se rend compte qu'à chaque fois, c'est le détail qui fait que ça se fait ou que ça se fait pas au final. Ah oui, M. Textor m'a appelé, il m'a dit je rentre sur Paris, on a vu les incidents, donc il m'a dit j'annule ma chambre d'hôtel, je rentre sur Paris et on se rappelle, mais bon,
Textor, si on l'a en face, on arrive à le convaincre. Voilà. Et j'avais cette chance-là, c'est de l'avoir rencontré par des amis communs. Donc, malheureusement, ça n'a pas pu se finaliser, quoi. Marc, on a reçu il y a quelques semaines de ça Raquel Rosa, qui est une agent qui évolue dans ce milieu aujourd'hui, ce milieu des agents de joueurs. On avait évoqué avec elle la profession d'agent, les problématiques posées notamment par le montant des commissions par rapport à votre époque. L'argent qui circule dans le foot a encore augmenté, le montant des commissions a explosé. On va vous montrer d'ailleurs peut-être en chiffres ce que ça représente aujourd'hui, le montant des commissions qui sont versées aux agents annuellement. C'est un total calculé par la FIFA. Regardez, donc en 2014, 228 millions d'euros avaient été versés à l'ensemble des agents lors des transferts. En 2024, on est à 3 fois cette somme-là, on a 685 millions d'euros. On en vient à se demander finalement s'il ne faudrait pas plafonner ces commissions d'agents. Est-ce que ça ne va pas trop loin finalement? Ben, elles sont proportionnelles par rapport au salaire. C'est des pourcentages par rapport au salaire. Donc les salaires, c'est pareil, ont été multipliés par... je sais pas combien. Vous avez des joueurs qui gagnent aujourd'hui des 20-25 millions d'euros net dans certains clubs. Donc, si vous voulez, effectivement, mais les commissions, c'est un pourcentage par rapport au contrat du joueur. Mais est-ce qu'il ne faut pas un cadre plus strict quand même, Marc? Peut-être, oui, effectivement, parce que aujourd'hui, sur des internationaux, on entend parler de commissions astronomiques qui atteignent plus de 10 millions d'euros. Donc bon, c'est des montants relativement importants, mais ça concerne que très peu de joueurs. Et Marc, comment vous faisiez à l'époque avec... Vous l'avez bien en photo, il y a Georges Mendes qui a pris une grande partie. C'est pas faux. Et comment vous faisiez, vous, à l'époque, avec Jean-François Larios, par rapport justement aux commissions? Qu'est-ce que vous aviez déterminé dans votre fonctionnement par rapport aux joueurs qui étaient dans votre portefeuille? On était associés, donc à 50-50, donc on avait une société française. Et à la fin de l'année, on avait un salaire mensuel et à la fin de l'année, on se partageait les bénéfices une fois les impôts payés, quoi. Et sur les contrats que vous signez avec les joueurs, ils vous reversaient combien? C'était quoi, 5% des transferts, 5% de leur salaire? Non, nous, c'était ce sont les clubs qui nous ont toujours réglé les commissions. Jamais le joueur, à l'exception de Thierry Henry à la Juventus. Mais on a toujours été payé par les clubs. Parce qu'aujourd'hui, il faut rappeler que les joueurs reversent à leur agent entre 5 et 10% de leur rémunération mensuelle. Non, très peu de joueurs. Très peu. Ce sont les clubs qui payent les agents. Ce ne sont pas les joueurs. C'est vrai qu'après, c'est quand même assez nébuleux comme façon, comme façon d'organiser les choses. Donc c'est vrai que des fois, on a du mal à voir où en fait on prend l'argent. Est-ce que ce sont les clubs? Est-ce que ce sont les joueurs, les commissions, les rétrocommissions? C'est la mentalité, si vous voulez, des joueurs. Donc, allez leur demander une commission, ils iront travailler avec quelqu'un d'autre qui sera moins compétent, mais qui leur demandera pas d'argent. Ah ouais, je venais d'un autre milieu. J'ai pas commencé par le football. J'ai fait de l'immobilier, j'ai travaillé dans les TP, etc., dans les placements financiers, donc dans beaucoup de domaines avant de venir au football. Et j'ai toujours été surpris par ça. Et je disais aux joueurs, mais attends, c'est comme si tu demandais à l'avocat de ton épouse avec qui tu es en train de divorcer de la rémunérer. Je veux dire, c'est le monde à l'envers. Je travaille pour toi et tu veux que ce soit le club qui me paye. C'est pas logique. Ouais, c'est vrai que c'est pas logique au final quand tu y penses. Voilà. Et donc, mais bon, c'est comme ça. Ça existait déjà avant que j'arrive dans le milieu du football et ça existe toujours. Très peu de joueurs payent des commissions à leurs agents. Très peu. Il y a CIC dans le chat qui dit il entraîne toujours d'ailleurs Grosso, oui, je crois qu'il entraîne il est à Sassuolo. Qui est leader de Série B, et c'est le club qui achète qui paye l'agent, c'est ça Marc, c'est le club qui achète qui paye l'agent? Ah bien sûr, oui, tout à fait. Ça toujours, et c'est comme ça encore aujourd'hui. Alors après, il y a quelques agents qui arrivent à demander des pourcentages aux joueurs sur des dépassements de certains montants. Voilà. Là, si aujourd'hui je te fais gagner 150 000 au lieu de 100 000, mais sur les 50 000, de toucher une petite commission supplémentaire. Mais c'est très, très rare. Okay. D'accord.
Alors Marc, avant le quiz RMC Mercato, on va peut-être également revenir sur la suite de votre carrière. Donc vous avez été, on l'a dit, pendant une quinzaine d'années l'agent de plus d'une centaine de joueurs parmi les plus célèbres, on en a déjà parlé. Qu'est-ce qui vous pousse ensuite à vouloir acheter le Servette de Genève et à devenir le président de ce club suisse? La fatigue. Je veux dire, trop de voyages, de jeunes enfants, donc que j'ai pas assez vu, qui à l'époque ont 6 ans et 4 ans, donc marre des voyages, et donc je pense que reprendre un club de football, c'est quand même plus passionnant. On a d'autres vibrations, c'est pas pareil, c'est complètement différent. Les gens viennent à vous, vous avez plus de voyages à faire, donc voilà, c'était pour cette raison-là donc que j'ai voulu reprendre un club. L'opportunité s'est présentée, c'est un club avec qui on avait la possibilité de jouer la Champions League. Donc voilà, j'habitais en Suisse, donc à l'époque, donc voilà comment j'ai voulu reprendre le Servette de Genève avec le regretté Lorenzo Sanz qui était président du Real Madrid. Ouais, oui, vous n'étiez pas tout seul, Marc, à la base. Ah non, il y avait Lorenzo Sanz qui était avec moi. J'avais pas les moyens de reprendre le club tout seul. Et là, on voit cette photo avec Pelé. Comment ça se fait que Pelé était venu à Genève dans le stade du Servette? Qu'est-ce qu'il était venu faire là? Il était venu donner un coup d'envoi au départ, donc on a un ami commun qui est M. Carpegiani, Edson, donc il a convaincu de venir, et puis finalement, il a passé plusieurs jours avec nous. On s'est revus après à plusieurs reprises. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Pelé, j'ai pas rencontré mieux dans ma vie. Hein. Voilà, une humilité exceptionnelle, une gentillesse, enfin, l'homme parfait, j'ai envie de dire. Et donc, on a sympathisé, on s'est revus à plusieurs reprises. Et après, d'ailleurs, je lui ai proposé d'être président d'honneur du Servette. Et donc, il a accepté. Il a même annoncé pour les 50 ans de l'UEFA à Nyon, voilà, à l'époque, qu'il allait devenir président d'honneur du Servette et s'impliquer vraiment avec un partenariat avec Santos, enfin, etc. Voilà, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Et ce jour-là, donc, vous l'avez fait venir pour une opération un peu particulière? Oui, il devait venir pour 24 heures, pour un coup d'envoi, donc pour quelques photos, faire une opération médiatique, on va dire. Et finalement, il est resté plusieurs jours. Après, on s'est revu à Zurich, on s'est revu à Genève, enfin, on s'est revu à Lausanne. Et puis voilà. Puis j'avais un ami brésilien qui était, si vous voulez, moi je parle espagnol, donc j'avais un ami brésilien qui était là aussi. Et son frère a joué avec Pelé, Paulo César Carpegiani, qui était l'entraîneur de l'Uruguay contre l'équipe de France en 98. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ouais. Quand Laurent Blanc a marqué le but à or. Donc c'est comme ça que voilà, contre le Paraguay, pardon. Donc c'est comme ça qu'on a tissé des liens très proches. Et voilà, et puis je sais pas, le feeling est passé. J'ai eu la chance de jouer au football avec Pelé dans mon bureau. Enfin, ça fait partie des plus grands moments que j'ai connus dans le football. Hein. Et le coup d'envoi s'est bien passé? Oui, il est exceptionnel. À son âge, à l'époque, il devait avoir 61, 62 ans. Il s'est mis à jongler, à nous faire le spectacle. Je veux dire, Pelé aurait pu encore jouer. Voilà. Mais par contre, le coup d'envoi avait été donné à l'heure ou pas? Non, il a été décalé parce que Pelé ne refuse jamais un autographe. Et ce jour-là, il y avait tellement de milliers de personnes et d'enfants devant le stade qu'il a tenu à tout prix à signer des autographes pour tout le monde. Et j'ai été obligé d'aller voir l'arbitre pour décaler le match. L'équipe adverse m'a dit, si Pelé vient dans notre vestiaire, on est d'accord de décaler le match. Donc Pelé s'est rendu dans le vestiaire pour qu'on décale, comme il avait promis, donc il s'est rendu dans le vestiaire de l'équipe adverse aussi. Là, sur le papier, Marc, on se dit que c'est limite, c'est parfait. Vous réussissez à avoir un club qui a une histoire, qui est historique, qui a des infrastructures. Vous avez un carnet d'adresses de malade. On l'a vu, il y avait Christian Carambeu que vous avez signé au Servette. En plus, vous avez Pelé pour le côté un peu promo. Du coup, de base, on se dit ça peut pas foirer. Ben oui, mais on a repris ce club beaucoup trop rapidement. On s'est fait des ennemis en reprenant aussi la société que moi j'appellerais d'inexploitation du Stade de Genève. On a licencié plusieurs enfants de politiciens genevois. On s'est rapidement, si vous voulez, Genève, en plus on n'apprécie pas trop les Français. Ça, je l'avais mal analysé. On a repris le club trop rapidement, sans avoir d'exigence, sans vérifier certains comptes. Et puis il y a eu des mauvais résultats aussi sportifs.
Et une chose entraînant une autre, mais malheureusement, on a été obligé de déposer le bilan. Voilà. Ouais. Et derrière, il y a cette descente aux enfers avec carrément la prison, un épisode évidemment qui est assez terrible et injuste aussi. C'est comme ça, on imagine que vous l'avez vécu. Ben oui, la preuve année, c'est qu'à la sortie, j'ai été condamné à un sursis, donc j'aurais pas dû faire un seul jour de prison. Voilà. Et encore, si j'avais fait appel, on aurait été acquitté à Berne, mais épuisé par autant d'années de procédures et puis par manque de moyens financiers pour payer les avocats. Donc, on a décidé d'arrêter. Mais j'ai été condamné à un sursis pour gestion fautive. Ce que moi, j'appellerais gestion passionnelle. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé, Marc, en fait? Qu'est-ce qu'on vous a reproché concrètement? Parce que gestion fautive, qu'est-ce que ça veut dire? On m'a reproché d'avoir trop dépensé par rapport aux moyennes du club, alors qu'effectivement, si Lorenzo Sanz avait pu assumer, attention, Lorenzo Sanz était embêté de ne pas pouvoir assumer ses engagements, mais il a fait une faillite dans l'immobilier en Espagne à l'époque. Il y a eu une crise immobilière et il a perdu beaucoup d'argent et il n'a pas pu assumer les engagements qu'il avait pris avec Servette. Voilà. Et est-ce que vous estimez avoir fait des erreurs? Ben oui, j'ai fait confiance quand j'ai repris le club. On a mal vérifié, on n'a pas fait un audit assez approfondi et surtout en reprenant la société, si vous voulez, d'exploitation, où j'ai licencié plusieurs, on va dire, amis ou enfants donc de politiciens genevois. Et il ne faut pas oublier que Genève, c'est un canton. Donc, c'est un État. Et donc, quand vous fâchez avec certaines personnalités, j'ai aussi mon franc-parler qui vient du Sud. Je suis comme ça. Donc, et vous savez, quand on est président de club, on a effectivement accès aux médias très facilement. Et j'ai dit des vérités qu'il fallait pas dire à Genève. Donc après, ça a été un règlement de compte. Voilà. Et ça a même été loin. Ils sont même allés vous chercher jusque chez vous, hein. Oui, en Espagne, où j'étais en train de faire un transfert avec Luis Hernandez, justement, au Betis de Séville. Quand ils l'ont appris, donc, effectivement, j'ai eu droit à un mandat Interpol et on est venu me chercher donc à l'hôtel. J'ai refusé l'extradition pendant 9 mois parce que les prisons espagnoles ont 30 ans ou 40 ans d'avance sur les prisons françaises et suisses. Voilà, il y a un droit humain qui n'a rien à voir. Voilà. Donc, j'ai refusé mon extradition jusqu'à la fin. Et après, il y avait l'Euro 2008, donc on ne pouvait pas me laisser sortir et faire mon procès avant l'Euro 2008 en Suisse. Donc j'ai dû patienter, voilà. Ouais, et j'ai été accusé d'un sursis. Et mon grand regret, je l'ai encore dit il y a quelques médias en Suisse il n'y a pas longtemps, parce qu'on a fait les 20 ans de la faillite du Servette, c'est de ne pas avoir fait appel. Parce qu'en faisant appel à Berne, j'aurais été acquitté. Voilà. Et pourquoi vous n'avez pas fait appel, Marc? Faute de moyens financiers, vous savez, quand vous avez fait 23 mois de prison préventive en plusieurs fois, que vous avez payé 300 000 euros de caution, vous avez dépensé beaucoup d'argent en caution qu'on m'a jamais rendu, entre parenthèses, si vous voulez, ça fait que vous pouvez pas continuer à payer les avocats. Vous leur devez déjà beaucoup d'argent, les payer, vous êtes épuisé, vous sortez de prison, repartir pour encore 2-3 ans en appel. À un moment donné, vous dites, bon, mais tant pis, je laisse tomber, mais c'est un regret. Après des années, effectivement, c'est un regret, parce que mon avocat, qui était un des meilleurs, avec Maître Marty et Maître Assaël à Genève, sont des ténors du barreau, m'ont toujours dit, Monsieur Roger, si on fait appel, à Berne, on vous acquittera, parce qu'à Berne, c'est pas la mafia genevoise. Ils n'ont rien à voir. Et comme dit Savisai dans le chat, on vous a pris 2 ans de votre vie, en quelque sorte. Ah ben oui, ça c'est sûr qu'on m'a pris 2 ans de ma vie, donc et c'est regrettable. C'est regrettable, mais c'est comme ça, quoi. Marc, parmi tous les gens que vous avez côtoyés, notamment vos joueurs, est-ce qu'on vous a quand même tendu la main? Ou est-ce qu'on vous a laissé, entre guillemets, tomber progressivement dans l'oubli? Non, mais moi j'ai pas demandé, si vous voulez, donc j'ai pas sollicité grand monde. J'ai ma fierté, donc après les gens ont fait leur vie, donc on s'est moins vu parce que je suis moins resté dans le milieu du football. Voilà, mais après le football est un milieu ingrat, on le sait tous. Mais bon, il n'y a pas que le football qui est ingrat. Donc voilà, donc si vous voulez, j'ai perdu de vue certains joueurs, mais bon, j'ai gardé contact avec Arsène Wenger, Claude Makelele, Patrick Vieira, même Nicolas Houellebecq, Stéphane Gianni, Ibrahim Ba, que j'ai souvent au téléphone.
qui vient du bail. Enfin, voilà, j'ai toute une liste de joueurs avec qui j'ai quand même gardé des contacts, quoi. Mais je suis pas quelqu'un qui va demander. Et puis j'ai trouvé une autre voie qui m'a plu, quoi. Voilà. Et on la voit donc à l'image avec cette photo. Parlez-nous de votre engagement auprès de la communauté Emmaüs dans votre ville de naissance, à Alès. Ben, c'est une... comment dirais-je, c'est un engagement, je dirais, pour une volonté de faire du social. J'ai commencé par Emmaüs à Arles, et puis après, bon, ben, Emmaüs à Alès, parce que il y a la volonté de faire du social, d'aider les gens, d'être à l'écoute, de faire part des fois de mes expériences, un petit peu de vie, et voilà, mais surtout d'être à l'écoute et d'apporter de la bienveillance donc à des gens qui sont en difficulté. Et d'un point de vue personnel, est-ce que vous avez trouvé justement aussi ce côté plus apaisé, parce que vous avez vécu, comme vous le disiez, une vie de folie pendant une quinzaine d'années. Est-ce que d'un point de vue personnel, ça vous a permis de profiter un peu, on va dire, des choses un peu normales de la vie? Oui, mais on revient à de vraies valeurs, à des choses simples, mais qui des fois sont largement mieux que ce que j'ai vécu dans le football. Voilà, il y a plus de bienveillance, il y a plus je dirais de gentillesse, de sympathie. Ça n'a rien à voir. C'est un autre monde. Voilà, c'est différent. Vous regardez encore les matchs de foot, Marc? Oui, j'en regarde certains, mais très peu. Il y a moins de passion. Bon, il y a tellement de matchs aussi que bon, j'en regarde beaucoup moins, quoi. J'en regarde beaucoup moins. On est plus sélectif. Il y a un sujet que j'aurais voulu aborder avec vous, oui. C'était les clauses libératoires. Vous voyez, parce oui, tout à fait, Marc. Allez-y. Les clauses libératoires, donc, bon, il y a quelques agents qui sont excellents, mais bon, les clauses libératoires pour un joueur, c'est la chose la plus importante. Alors, on vous dira toujours que c'est pas légal, mais ça l'est. Parce que moi, les clubs qui l'ont accepté, je veux dire, mais ce sont des présidents qui ont réussi dans les affaires, et on a signé beaucoup de clauses libératoires. Et d'ailleurs, j'ai souvent dit en parlant de Mbappé, que s'il avait travaillé avec de vrais agents, à l'époque, Personnam, Mino Raiola ou Mendes ou d'autres, ben, il serait allé au Real Madrid quand il voulait y aller. Parce que son entourage a oublié quand même la clause libératoire lorsqu'il a signé à Paris. Ce qui était la chose la plus importante. Et moi, je pense qu'au bout de 2 ans, il aurait rejoint le Real Madrid et aujourd'hui, il aurait quelques ballons d'or de plus. Voilà. Et pourquoi on dit que c'est pas légal, Marc, alors, du coup? Ben parce que c'était toujours dans les statuts de la Ligue ou de la Fédération, je sais plus. Mais par contre, ben, le joueur avait droit à une amende si elle était divulguée et le club aussi avait droit à une amende. Mais bon, il y a eu de tout temps des clauses libératoires dans les contrats des joueurs avec lesquels j'ai travaillé depuis 1989 qui ont profité à des tas de joueurs, Ibrahima, Ziani, enfin, à des tas de joueurs. Et pour moi, c'est la chose la plus importante parce que le joueur maîtrise son avenir. Et c'est pour cette raison qu'il peut aussi un petit peu partir quand il veut. Je prends un exemple à l'époque, parce que j'étais avec Claude Makélélé ce jour-là, vous voyez, fait du hasard à l'hôtel Méridien à Monaco. Quand Mbappé a signé son premier contrat pro, parce que c'est quand même Claude qui l'a convaincu de signer, il lui restait que quelques mois de contrat, donc il aurait pu exiger, vu les clubs qui le sollicitaient, une clause libératoire qui soit pas trop élevée. Et derrière, il aurait pu signer au PSG avec une clause libératoire au bout de la 2e année qui n'aurait pas été trop élevée. Et il aurait maîtrisé son avenir. Et rappelez-vous qu'il voulait quitter le Paris Saint-Germain, il ne pouvait pas le quitter. Oui, à plusieurs reprises, effectivement, il aurait pu partir il y a 2 ans, notamment, avant de prolonger son contrat finalement avec le PSG. Ouais. Oui, mais même à la fin de la 2e année au PSG, il pouvait partir et il voulait partir, rappelez-vous. Ouais. Et s'il avait eu une clause, si effectivement il y avait des agents qui avaient travaillé avec lui, ben il aurait eu une clause et il aurait joué. Combien il a joué d'années au PSG? 6 ans 2017-2024, 7 ans. 7 ans, ben il aurait joué 2 ans, donc il y a déjà 5 ans qui sont au Real Madrid, et à mon avis, il aurait plusieurs ballons d'or dans la vitrine. C'est possible, effectivement. Pour rattraper ça va être... Et aujourd'hui, pour rattraper ça va être difficile. Donc, si j'ai un conseil à donner à des familles qui sont souvent insupportables, surtout de nos jours, qui pensent être au niveau d'un agent alors qu'ils ne le sont pas, c'est travailler avec des agents compétents. Voilà. Et mettez des clauses dans vos contrats. Ouais. Marc, c'est le moment du quiz RMC Mercato. Le principe est très simple. Je vous pose une question, vous me répondez en une phrase et vous avez droit à un joker. Vous êtes prêts? Allez, on va essayer. Votre plus beau transfert?
Claude Makelele à Chelsea. Pourquoi? Parce que ça a duré 2 mois et demi et qu'on a gagné le bras de fer contre le Real Madrid. Le plus beau transfert qui ne s'est pas réalisé? Laurent Blanc à Chelsea. Pourquoi? Ah ouais. Ben parce qu'il a eu le FC Barcelone. Et nous, on avait un mandat que pour l'Angleterre. Le transfert le plus fou auquel vous avez participé? Anelka au Real Madrid, on va dire. Et Wilton à Arsenal. Il y en a plusieurs. Hein. Le joueur le plus doué que vous avez représenté? Ronaldo du Real Madrid. Ronaldo, le Brésilien. Le joueur le plus sous-coté que vous avez représenté? Oula, il y en a beaucoup. Non, il y en a beaucoup qui n'ont pas eu la chance de faire la carrière qu'ils auraient mérité. Voilà, peut-être des problèmes de mental ou un manque de chance. Ah non. Mais il y en a beaucoup. Bon, je sais pas. Arnaud Dunkerque de Valenciennes, à l'époque, j'avais fait signer à Lille, qui aurait pu faire une plus grande carrière que ce qu'il a fait. Le joueur le plus surcoté que vous avez représenté, Marc? Sylvain Wiltord, parce que son transfert a atteint le double de celui de Thierry Henry à Arsenal, donc, alors que Thierry Henry, c'est Thierry Henry, et Sylvain Wiltord, c'est Sylvain Wiltord. C'est pas pareil. Le joueur que vous auriez aimé représenter? Zidane. J'ai fait l'erreur de ne pas écouter Florentino Pérez. Le meilleur agent que vous avez connu? Mino Raiola. Pourquoi? Et à son âme. Parce qu'il a en parler, on avait un petit peu le même style de fonctionnement. Et donc c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises à Monaco. Pour moi, c'est le meilleur de tous les temps. Voilà. Le moins bon agent que vous avez connu? Voilà, il y en a eu pas mal. Hein. Il y en a eu, moi, je ne veux pas citer de nom, mais il y en a qui n'ont pas duré, qui ont débuté, puis qui ont arrêté rapidement. Et après, bon, il y a de bons agents, mais bon, il y en a, à mon époque, il y en avait très peu. Le meilleur dirigeant de club que vous avez connu? Oh, j'ai bien aimé le regretté Loulou Nicolin, Gervais Martel, Jean-Louis Trio, Michel Denisot, il y a Bernard Tapie, bien sûr, personnellement aussi. J'ai beaucoup d'anecdotes avec lui. Non, il y a eu d'excellents dirigeants en France. Jean-Michel Aulas aussi. Enfin, j'en oublie certainement, mais il y a eu beaucoup de bons dirigeants. Et le moins bon dirigeant que vous avez connu, Marc? Bon, alors là, c'est pareil. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas duré, qui étaient parachutés président sans trop le vouloir, et qui n'ont pas duré. Mais bon, il y en a, je n'en ai pas un qui me vient comme ça en tête, mais par exemple Michel Cuencas, qui était président de Valenciennes, j'avais 4 joueurs à Valenciennes, et qui n'était pas du tout passionné par le football, qui était surpris d'ailleurs que ces ingénieurs gagnent moins que les joueurs de foot. Parce que les ingénieurs avaient un bac plus 5, et je me rappelle encore dans ses bureaux à Levallois, ils me faisaient venir avec Dunkerque, Foulon, Le Frappeur et Michel Pajot, les 4 joueurs qui sont représentés à Valenciennes. Et il était surpris de voir les demandes que j'avais par rapport au salaire de ces ingénieurs. Voilà. Dernière question, Marc, le joueur le plus coureur de jupons que vous avez connu? Oh, il y en a beaucoup qui étaient fêtards et qui aimaient sortir. C'est notre époque, il y avait pas les téléphones portables, il n'y avait pas de vidéo, donc on pouvait sortir en toute tranquillité, toute sécurité. Et bon, effectivement, on a fait beaucoup de fêtes et on en a bien profité, la vie est courte. Un non, on veut un non. Non, je suis pas une balance, mais on a fait la fête avec beaucoup de joueurs. Mais bon, faire la fête, il y a rien de mal. Je veux dire, il faut en profiter quand on est jeune. Bon, il faut en profiter. Puis je veux dire, c'était plus facile à cette époque-là, quoi. Merci beaucoup, Marc Roger. Et puis pour avoir plus de réponses et plus de détails, n'oubliez pas, Transfert aux éditions L'Archipel, c'est une mine d'informations, une mine d'anecdotes. Et ça se lit en 2 heures, je pense que c'était réglé. Ouais, clairement. Quand on aime le foot. Plaisir. Merci beaucoup, Marc Roger, d'avoir été avec nous. Merci, bonne Marc. continuation avec la communauté Emmaüs. Et évidemment, nous, on se dit à la semaine prochaine, à jeudi prochain. Ouais. Jeudi, toujours sans Rémi, mais on sera là tous les deux, non? Exactement. Allez, et avec le chat et avec tout le monde. Bonne journée à tous et puis à très bientôt pour un nouveau RMC Mercato. Salut!